La commission reprend maintenant ses travaux. Donc, ayant constaté le quorum, nous reprenons ces travaux. Donc, nous poursuivons cet après-midi avec les témoins suivants. Donc, la Fondation des gardiens virtuels, Mme Anne-Élisabeth Lapointe, directrice générale de la Maison Jean Lapointe et du Centre québécois de lutte aux dépendances, ainsi que Mme Mélissa Généreux, médecin spécialiste en santé publique et professeure titulaire à la Faculté de médecine et de sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Donc, je souhaite maintenant la bienvenue aux représentants de la Fondation des gardiens virtuels. Merci d'être avec nous cet après-midi. Donc, je vous rappelle que vous disposez d'un temps de 10 minutes pour nous faire part de votre exposé. Suite à cela, nous procéderons à la période d'échange avec les membres de la commission. Alors, la parole est à vous. Parfait. Bien, premièrement, merci à tous pour l'invitation. Au nom de la Fondation des gardiens virtuels, on est heureux de pouvoir collaborer à votre commission parlementaire qui est extrêmement importante, ce sujet qui nous touche à tous et à toutes. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Fondation des gardiens virtuels, on est un organisme de bienfaisance qui a été fondé en 2018. Notre mission était une balise sur Internet pour le monde en détresse et de faire la promotion de la consommation responsable du numérique. Présentement, notre projet fort sont les travailleurs de rue numériques. Donc, c'est l'équivalent des travailleurs de rue, mais au lieu de prendre un ballon puis de faire du travail de proximité dans un parc, on utilise le jeu vidéo pour connecter avec les jeunes où est-ce qu'ils s'isolent maintenant, donc chez eux. Puis, on utilise des chaînes Twitch. Donc, on fait une collaboration avec une soixantaine d'influenceurs québécois où est-ce que, dans le fond, leur chaîne, c'est nos nouveaux parcs. Puis, ce programme-là existe depuis 1 an et demi et déjà, c'est plus de 2500 interventions qu'on a faites auprès d'une clientèle qui n'est pas desservie par les services, en fonction que les services sont capables de rejoindre en ce moment. Je m'appelle François Savard, praticien et chercheur en études du jeu, président de la Fondation des gardiens virtuels. J'effectue en ce moment un doctorat interdisciplinaire santé-société à l'UQAM. Je m'intéresse à l'encadrement de la pratique vidéoludique compétitive, donc tout ce qui est e-sport et sport électronique. Je suis accompagné aujourd'hui de mon collègue Jean-Christophe Filosa. Il est responsable de nos travailleurs de rue numérique, puis il s'assure de coordonner tout notre réseau avec les influenceurs. Au cours de cette commission, vous avez entendu et allez entendre une multitude de témoignages super intéressants sur des effets potentiels négatifs ou positifs des écrans par rapport aux jeunes. Ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on prenne tout d'abord un pas de recul, puis qu'on analyse un peu dans quel monde on vit en ce moment, parce qu'il y a un changement de paradigme qui s'est fait à travers les années. J'ai 34 ans, donc j'ai vécu ces deux mondes. Avant, il y avait juste un téléphone à la maison. Avant, si on voulait marcher puis écouter de la musique, on avait besoin d'un gros Walkman ou d'un gros lecteur de CD. Avant, on pouvait s'ostiner pendant des heures avec quelqu'un sur une information, puis il n'y avait aucune façon de savoir qui avait raison ou tort. Avant, si on voulait se tenir informé de l'actualité, soit le soir, on écoutait les nouvelles, ou dans le métro, on lisait le journal. La liste est très longue et je pourrais continuer comme ça. Maintenant, puis tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, en ce moment, se retrouve sur les téléphones intelligents. Aujourd'hui, les jeunes grandissent avec des formations gratuites sur une panoplie de sujets sur qu'est-ce qui les intéresse. Sont plus obligés de se fier uniquement sur une source de médias, comme par exemple, moi, lorsque j'étais jeune, c'était juste le journal dans le métro. Ils ont accès à des outils qui leur permettent de s'exprimer, de se mobiliser, de socialiser et surtout de trouver des ressources dont ils ont vraiment besoin. Puis, j'aimerais mettre un emphase sur ce dernier point. Puis, je vais vous donner l'exemple de la Fondation des gardiens virtuels. Je ne sais pas si parmi entre vous avez vu le documentaire Bail d'Alexandre Taillefer, où est-ce qu'avec son fils qui s'est malheureusement enlevé la vie, c'est malheureusement quelque chose qu'on a vécu nous autres mêmes. Par exemple, je suis impliqué dans la communauté de jeux vidéo depuis 2002. Malheureusement, j'ai plusieurs, pas collègues, mais amis qui sont enlevés. Puis c'était, là on parle de 2017, il n'y avait pas de ressources en ligne pour aller chercher ce monde-là.
En mettant sur pied la Fondation des gardiens virtuels en 2018, nos premières années ont été extrêmement pénibles. Lorsqu'on parlait à différentes instances du gouvernement, lorsqu'on parlait à des organismes communautaires, lorsqu'on parlait aux acteurs du milieu de la santé, les gens ne prenaient pas au sérieux ce qui se passait en ligne. Il y a même des gens qui riaient de nous autres parce que le virtuel, c'est pas vrai. C'est pas la vraie chose, c'est pas c'est pas la vraie vie. Ça a repris une pandémie mondiale pour faire changer les opinions. Il y a vraiment un avant et un après. Puis, en ce moment, lorsque j'écoute beaucoup de discours, qu'est-ce que j'ai peur, c'est qu'on retourne en 2017 puis qu'on prive justement de plusieurs jeunes des ressources qu'ils ont besoin. Puis qu'on remette des vies en danger. Un point aussi que j'aimerais mettre de l'avant, c'est le fait que malgré tout les lois et les énergies qu'on peut mettre sur des restrictions, les jeunes vont trouver des façons de les contourner. On a tous été jeunes un jour. On a tous détourné des règlements qui nous étaient imposés. Puis au niveau du numérique, je vais juste vous donner 2 exemples personnels. Le premier, justement, lorsque j'étais ado, on avait un ordinateur familial dans la maison. Puis du jour au lendemain, mon père m'avait enlevé les droits d'administration. Donc on avait des sessions de famille. Tout d'un coup, j'étais plus l'administrateur, j'étais juste un compte enfant. Il a été surpris quand il est revenu de travailler que c'était rendu lui le compte enfant et moi le compte administration. J'avais jamais piraté de ma vie, mais en 3 heures, j'avais appris à comment pirater mon propre ordinateur et d'y enlever les droits et de m'y remettre. Le deuxième exemple, là, cette fois-ci, c'est ma fille vis-à-vis moi. Il y a plusieurs années, je regardais sur mon cell et j'ai remarqué qu'il y avait plein de photos floues. Je comprenais pas. C'était flou, il y avait des yeux, il y avait des... Je comprenais pas. Jusqu'à temps que je vois une grosse face et moi qui dors sur le côté. Ma fille, elle avait 3 ans. C'est la première fois qu'elle a pris mon téléphone. Elle m'avait déjà vu rentrer le numéro, le code. Elle avait été chercher l'appareil photo, puis elle avait pris des photos. Donc, à 3 ans, première fois qu'elle touche à mon téléphone, elle est capable de le débloquer parce qu'elle m'a vu et est capable de naviguer relativement dedans. Donc, autant que moi, j'avais une longueur d'avance sur mon père, autant elle a une longueur d'avance sur moi. Puis, avant de passer la balle à mon collègue, si jamais au cours de la commission, vous avez des questions justement sur les compétitions de jeux vidéo et tout, c'est pas notre sujet aujourd'hui, mais si vous en avez, on peut les répondre. Puis aussi, j'aimerais vous inviter sur ça spécifiquement. Dans 1 mois, à Saint-Apollinaire, il y a le 2e plus gros LAN qui va avoir lieu. Donc, si vous avez des questions sur comment ça se passe, puis c'est vraiment vivre l'expérience puis comprendre pourquoi est-ce que les jeunes trippent autant là-dessus, ça va me faire plaisir de vous faire une visite guidée de l'événement puis de vous expliquer en détail qu'est-ce qui se passe. Donc, je penserais à mon collègue. OK. Il me reste 3 minutes. Je vais y aller rapidement. Donc, après des milliers d'heures passées avec les jeunes en ligne, on s'est réalisé qu'il n'y avait pas juste du négatif, mais du positif aussi. Ce qui est important aussi, c'est de réfléchir à une collaboration. Nous, on a fait une collaboration avec des streamers, des diffuseurs, ce qui nous a permis actuellement d'avoir un impact sur 2500 jeunes au Québec qui étaient connectés, qu'on n'aurait pas pu rejoindre autrement. Beaucoup de milieux de la santé, parmi des jeunes groupes, CGE et autres, on a des difficultés à rejoindre actuellement les jeunes. Donc, en passant en ligne, c'est une bonne façon de les rejoindre. C'est aussi de briser l'isolement. On s'entend qu'interdire les réseaux sociaux, les choses comme ça, peut avoir des impacts négatifs, comme des jeunes de la communauté LGBT qui sont seuls dans leur environnement, qui n'ont pas d'exemple positif ou qui se posent des questions qu'ils ne poseraient pas à leurs parents. Donc, avoir accès à des réseaux comme ça permet justement d'avoir une réflexion là-dessus. Aussi, en travaillant aussi avec des groupes de créateurs du Québec pour ce qui est des contenus, il y a moyen de travailler une charte avec eux. Je pense que c'est important aussi de travailler en communauté. Puis, dernièrement, il a été créé une table d'action collaborative sur la jeunesse connectée, où des organismes privés et OBNL ont réussi à travailler ensemble sur savoir où étaient les jeunes et mieux les contacter pour les ramener dans le présentiel. Donc, je pense que la collaboration est la clé de beaucoup d'actions que vous travaillez actuellement.
Merci infiniment pour cet exposé. Nous allons débuter la période d'échange avec Madame la députée de Hall. Oui, bonjour. Merci de votre présence ici aujourd'hui. J'ai tellement de questions que j'ai vu par où commencer. Alors, travailleurs de rue numérique. Vous l'avez effleuré, mais j'aimerais ça vous entendre. Puis je vais faire le lien avec ce que vous avez dit, là, parce que dans vos recommandations, vous allez dire ici les streamers, donc doivent être impliqués. Ça a-t-il un lien entre... Je pense que vous avez travaillé ça ensemble, de ce que je comprends, là, Oui. par votre... Fait que comment on les implique, ces personnes-là? Puis c'est qui ces gens-là avec qui vous avez travaillé? Je suis curieuse. OK. Parmi nos diffuseurs avec qui on travaille actuellement, ou des streamers, tout dépend le terme que vous voulez prendre. Là-dedans, il peut y avoir un historien, il y a 15 000 personnes qui le suivent. Il y a une fille qui a 2 hamsters, il y a 3 000 jeunes qui la suivent. Il y a une nutritionniste. Il y a toutes sortes de gens. Donc, ça nous permet de rejoindre environ 180 000 jeunes qui suivent ces gens-là actuellement. Ces gens-là, ils font de la diffusion. Nous, on leur a permis justement de se libérer du fait que les jeunes leur demandaient conseil. Parce qu'on s'entend qu'ils deviennent des exemples pour les jeunes. Puis ils n'ont pas toujours la bonne réponse. Moi, à la place, ce que je leur donne, c'est des gens qui sont formés, qui viennent du milieu de la santé ou des étudiants en psychologie, qui sont capables de faire de l'écoute active et du référencement au bon endroit. Actuellement, on a un impact sur des jeunes du Québec, de l'Acadie, et dernièrement aussi avec des jeunes français, parce qu'on s'entend qu'en ligne, ça vient de partout. C'est important de ne pas les oublier, ces jeunes-là. Puis, 60 % c'est des jeunes hommes, ce qui est souvent difficile à rejoindre, et 20 % c'est la clientèle LGBT. Le clavardage, l'avantage que ça a, c'est que c'est moins dans l'émotion. Puis ça nous permet d'avoir une intervention plus réfléchie. C'est ce que je pourrais vous faire un résumé rapidement. OK. Fait que vous rentrez en contact, là, de ce que je comprends, là, avec justement là, des streamers qui ont justement beaucoup de gens qui les suivent. Puis à partir de là, vous leur dites si vous croyez de faire la promotion de votre entreprise au BNL. Là, au BNL. Alors là, eux, ils ont des jeunes qui posent des questions ou ils sentent qu'un jeune a le besoin, ils vous mettent en lien avec ce jeune-là. C'est un peu comme ça que ça fonctionne ou à partir, ils font la promotion de votre au BNL, puis là, les jeunes sont sensibilisés puis viennent vers vous? Non. Nous, on est vraiment en amont. Nous, on fait partie de la discussion. Il y a un chat. On va dire que vous appelez Chemise Grise, puis vous avez la chance de parler avec Chemise Bleue, qui est un de mes intervenants, qui a un sigle qui permet de reconnaître que c'est un intervenant. Donc, pendant le chat, le jeune, lui, à un moment donné, il va voir apparaître une affiche qui va lui dire, écoute, si tu as un défi ou n'importe quoi, tu as besoin de parler, il peut rentrer dans un salon privé. Puis à partir de ce moment-là, bien, le jeune, justement, il peut être conseillé. Puis un des défis qu'on a remarqué, c'est que souvent, les jeunes avaient un premier contact et revenaient une deuxième fois. Pourquoi? Parce que dans le système de la santé, souvent, les jeunes, ils se faisaient dire, oui, bonjour la première fois, prochaine visite 2026. Donc là, ils reviennent chez nous, puis là, on est en train de travailler un continuum de services avec des CGE du Québec, puis des choses comme ça, pour réfléchir aux endroits qui peuvent recevoir les jeunes. Parce qu'un jeune qui se fait dire non, ou qui se fait dire à la prochaine fois pour avoir un psychologue, un psychiatre ou des choses comme ça, c'est une boîte de Pandore. Vous évaluez que vous avez aidé combien de jeunes jusqu'ici? Là, on est rendu à 2500 jeunes en 1 an et demi. En 1 an et demi, 2500 jeunes. OK. Donc, puis vous appelez ça travailleurs de rue numérique. Est-ce que c'est quelque chose qui se faisait ailleurs? Puis Non, là, c'est installé ici ou c'est ici? Non, c'est parti de nous. Actuellement, on est en train d'écrire le protocole pour le ministère de la Santé. C'est un nouveau métier qui est en train de se créer. Fait que vous avez des liens avec le ministère de la Santé? Oui. À l'heure actuelle? Puis Oui. vous êtes combien de travailleurs de rue? J'ai une dizaine d'intervenants, plus 2 personnes qui font le dispatch puis qui aussi font du support psychologique. On a obtenu l'année dernière le prix de la meilleure organisation de la QPS, l'Association québécoise de la prévention du suicide. Parce qu'ils ont vu justement dans notre approche une approche différente pour avoir un impact auprès des jeunes. Très intéressant, je vous remercie. Ça fait plaisir. Puis là-dessus, en ce moment aussi, on est en communication avec des organismes en France, en Belgique et tout, qui aimeraient ça exporter justement qu'est-ce qu'on est en train de développer au Québec. Donc, il y a vraiment un très gros potentiel aussi à l'international. Puis il y a l'intérêt des streamers à vous intégrer à leur discussion. Oui, parce que, en fait, ce service-là vient principalement de la communauté. Parce que c'était un besoin qu'eux-mêmes ont identifié puis qu'on a réussi à créer pour eux. Parce que les influenceurs, même si beaucoup de personnes n'aiment pas ce mot-là, ça reste du monde qui a une influence sur leur communauté, sont proches de leur communauté. Puis, les jeunes et moins jeunes
développent des liens avec eux. Puis, lorsqu'ils ne se sentent pas bien, bien, ils vont aller se confier à eux. Puis, eux ne sont pas équipés justement à intervenir. Donc, c'est là que nous, avec nos travailleurs de rue numériques, on vient pallier ce manque-là. Puis, pour un dernier point par rapport à ça, on travaille actuellement pour développer une formation en écoute active pour ces gens-là. Parce que comme nous, on n'est pas toujours disponible tout le temps, bien que moi, eux soient pas mal pris puis disent pas les mauvais mots, ou au moins aient la capacité de faire un début d'écoute active. Donc, pour ça que je vous dis, ça peut devenir des collaborateurs. Il faut juste réfléchir comment, puis leur parler. Beaucoup. Nous allons passer à la prochaine question. Madame la députée de Bourassa-Sauvé. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Filosa. Bonjour, Monsieur Savard. Merci pour votre intervention très intéressante, très touchante aussi. Et au passage, Monsieur Savard, donc on est de la même génération, donc je me souviens aussi du temps d'avant. Et moi aussi, j'ai un fils de 2 ans qui sait exactement comment appuyer, donc trouver donc le bouton pour prendre en fait l'appareil photo sur le téléphone et faire plein de photos de face et de photos floues. La première question que j'ai pour vous, c'est que c'est absolument intéressant, votre modèle de travailleur de rue numérique, et je me demandais donc comment vous arrivez à tisser le lien de confiance avec les jeunes? Comment est-ce qu'ils arrivent à vous faire confiance quand ils vous voient comme ça en ligne, donc sur les forums de discussion? Bien, on est présent où est-ce qu'ils sont, puis on ne juge pas leur passion. La très grosse majorité de nos travailleurs de rue, c'est des gamers eux autres mêmes. Okay. Certains ne l'étaient pas, parce que c'est plus facile de former quelqu'un qui est formé en travailleur de rue, de le former à aimer les jeux vidéo et non l'inverse. Mais comme mon collègue Jean-Christophe mentionnait, on participe activement aux discussions. Donc, c'est pas juste d'être passif. Okay. On échange avec eux, on rit avec eux, comme un travailleur de rue ferait en jouant dans un parc au ballon. Mais il y a un travail de proximité qui est fait. Puis, c'est un lien de confiance qui se bâtit. Donc, c'est pas sur une seule soirée, c'est sur le long terme. Sur le long terme, ça veut dire quoi, à peu près en termes de durée? J'imagine, c'est sûr que ça dépend de chaque jeune. Ça va dépendre des jeunes. Mais déjà, le fait qu'on est présent où est-ce que, dans le fond, où est-ce qu'eux sont, les liens se tissent assez rapidement. Vous faites partie de leur écosystème de façon organique. Là, oui. Si je comprends. On est là 7 soirs semaine. C'est la grosse différence. On a commencé, on avait 2 intervenants. 4 soirs semaine, un mois plus tard, c'était comme « Ouh, c'est Noël! » On n'a pas le choix. On est tombé à 4 intervenants par soir, 7 soirs semaine, entre 7h et 10h. Ça correspond aussi à notre capacité d'accueil qu'on a. Puis rapidement, les jeunes se sont aperçus qu'on n'était pas des robots. Parce que je permets à mes travailleurs de rue, justement, de parler de musique, de parler de ce qui se passe à travers le chat, des choses comme ça. Ce qui permet l'avantage aussi à des jeunes, parfois, de faire signe, ou des modérateurs qui sont sur ces réseaux-là, puis intervenir auprès de mon équipe, puis dire oui, bien écoute, il y a tel jeune qui a eu tel discours, ou des choses comme ça. Donc, parfois, on peut faire une intervention comme ça, sans que le jeune vienne directement, on peut tendre une perche vers lui aussi. L'intervenante précédente, plus tôt aujourd'hui, nous parlait des mécanismes qui captent notre attention, qui font partie des jeux vidéo. On en a beaucoup parlé dans le cadre des réseaux sociaux aussi, de façon plus large, dans le cadre de cette commission. Est-ce que vous pensez que le fait pour le législateur d'agir pour empêcher les microtransactions ou empêcher les publicités, en tout cas toutes sortes de ces mécanismes-là, si ça réduirait donc le nombre de jeunes à risque qui viendraient vous voir? Je dirais que oui, mais qu'est-ce qui est important de voir avec les jeux vidéo? C'est la même chose avec les plateformes et les différents médias sociaux. Ils ne sont pas tous égaux. En ce moment, ces mécanismes-là, où est-ce qu'on voit justement les microtransactions, les publicités et tout, c'est surtout des applications mobiles, donc des jeux mobiles. Puis même, avec une chaire de recherche à l'UQAM, on regardait les applications mobiles pour les enfants. Puis à un certain point, il y avait des dark patterns, dans le fond, des mécaniques qui ressemblaient à des mécaniques de hasard faites dans des jeux d'enfants. Mais ces mécaniques-là, par exemple, sur des jeux sur console et d'ordinateur, sont beaucoup moins présents parce que, justement, c'est un public qui est beaucoup plus averti, puis que lorsque des compagnies et des studios essaient de le faire, bien, il y a un backlash de la communauté qui compte ça. Mais par contre, c'est vrai que côté jeux mobiles, puis il en sort des millions à chaque année, il n'y a pas vraiment de suivi qui est fait à ce niveau-là. Vous avez dit 2500 jeunes depuis 1 an et demi. Vous avez écrit 1274 interventions juste en 2024. Qu'est-ce que nous, on pourrait faire pour empêcher que vous ayez besoin d'intervenir auprès de plus de jeunes dans les années à venir?
Bien, à la base, on aura toujours à intervenir. Je veux dire, peu importe les lois qui vont passer ou n'importe quoi, les jeunes, je vais vous donner un exemple. Dernièrement, c'était le 1er juillet, il y avait plein de jeunes qui nous contactaient parce qu'ils étaient en couple, donc un peu plus vieux que ceux qu'on vit actuellement. Puis ils étaient coincés avec leur blonde ou leur chum chez eux, puis ils ne pouvaient pas déménager. Bon, bien, ça amenait de la violence conjugale, ça amenait toutes sortes de problématiques. OK. Quand il y a eu la crise, justement, auprès des universitaires, par rapport justement à ce qui se passe entre Israël et la Palestine, il y a beaucoup de jeunes de la communauté juive qui nous ont communiqué. Donc, on s'entend aussi qu'on suit aussi les problématiques sociales qui existent. Donc, ça dépasse juste le gaming puis ces choses comme ça aussi. On s'entend qu'il y a beaucoup de solitude chez nos jeunes. Quand on parlait justement de la communauté LGBT, ce qui revient souvent, c'est beaucoup des jeunes de région qui communiquent avec nous, qui se sentent seuls, qui n'ont pas d'exemple positif, qui n'osent pas en parler en milieu scolaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de prendre ce qu'il y a de meilleur dans le réseau. Oui, il y a des faiblesses. Oui, il y a des choses qu'il faut enlever. Ça, je suis d'accord avec ça. Je ne remets pas ça en question. Mais j'ai un doute sur la majorité numérique. Pour être franc avec vous, moi, je suis plus pour l'éducation des jeunes. Parce qu'on s'entend que c'est des futurs travailleurs qui vont vivre avec ça. Puis, en plus, comme mon ami disait tantôt, comme l'alcool ou n'importe quoi, le questionnement qu'il faut se poser, c'est que si on crée une majorité numérique, est-ce qu'on va créer un filet social? Parce que si c'est à 13, 14, 16 ans, le jeune, il va capoter, il va tomber là-dessus. C'est comme, ouhou, il va être heureux. Mais en même temps, il va peut-être tomber dans les excès s'il n'y a pas la bonne éducation. Il va peut-être faire des bêtises, la sextorsion et tout ce que vous voulez. Donc là, ce qu'il faut réfléchir, c'est si on met cette loi-là, ce que je vous recommande, c'est quoi le filet social qu'on met après pour ne pas échapper ces jeunes-là? Merci beaucoup. Je vais devoir quitter, mais c'était très intéressant. Merci pour votre travail. Merci, Madame la députée. Monsieur le député de Gaspé. Merci, Madame la Présidente. Messieurs, bonjour. Très heureux de vous avoir ici aujourd'hui avec votre éclairage qui est différent de ce qu'on entend depuis bientôt là, plus d'une semaine. J'imagine que vous suivez les travaux. Bon, vous avez entendu qu'on est beaucoup sur l'impact sur nos jeunes, plus souvent négatif que positif, malheureusement. Vous apportez un éclairage différent. Vous parlez de potentiel de créativité derrière, nommément, ChatGPT. J'aimerais vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que, tu sais, dans le fond, quand vous intervenez avec vos jeunes, c'est pas nécessairement toujours négatif de ce que je comprends non plus. Ça peut être, dans certains cas, quelque chose qui les stimule ou qui les amène ailleurs, ou vous êtes plus souvent dans la question résolution de problèmes ou... Les travailleurs de rue numériques sont comme les travailleurs de rue à la base. Les gens arrivent avec des bonnes et des mauvaises journées. Donc, parfois, il y en a qui ont pris l'habitude juste de lâcher un call. Tu arrives chez toi, mais tu es encore tout seul. Au Québec, on a un problème de solitude chez nos jeunes. Là. Il ne faut pas passer à côté de ça, c'est important. Ils n'ont personne à qui parler. Bien, parfois, ils vont parler avec mes travailleurs de rue, de ce qui va bien dans leur quotidien, puis des choses comme ça. Et en responsabilisant les créateurs, justement les streamers, les influenceurs, les choses comme ça, en leur disant « tu as une responsabilité morale », mais parfois, ils font attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font en ligne aussi. Parce que quand ils font partie de la solution, bien, tu réfléchis autrement. Mm-hmm. Donc, c'est dans cette approche-là que nous, on est. Puis, au niveau, justement, de la créativité, en ce moment, avec tous les outils, justement, technologiques, c'est extrêmement facile pour les jeunes à apprendre, par exemple, à faire du montage vidéo, à faire du montage d'images, de la musique. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, par exemple, qui rêvent d'être DJ ou peu importe quoi, mais qu'au moins, maintenant, avec les plateformes, sont capables de créer et de laisser cours à leur imagination. Ça pourrait être un facteur qui pourrait éventuellement être favorable pour certains jeunes. Oui, définitivement. Pourrait les sortir de leur solitude, de leur problématique de socialisation. Fait qu'il y a là aussi potentiellement quelque chose qui pourrait être positif au niveau de notre jeunesse. Je vais vous donner un exemple. Actuellement, on travaille sur un nouveau programme qui est pour les jeunes filles de l'immigration. Donc, nous, on veut les former pour qu'elles deviennent diffuseuses et streamers. Ce qui va leur permettre, justement, de gagner de l'autonomie, de la confiance en soi et de mieux connaître notre Québec aussi et de parler avec des gens qui viennent de différentes communautés. Voyez-vous, ça fait partie du créatif qu'on peut obtenir. À l'autre extrême, on est en train de travailler actuellement sur un projet par rapport à la cyberintimidation. Au Québec, on n'a pas de ligne directe pour les jeunes qui vivent la cyberintimidation. Donc, nous, à travers une application de clavardage, on est en réflexion actuellement pour pouvoir répondre à ces jeunes-là.
Parce que, comme je disais tantôt, aussi, le clavardage, c'est beaucoup moins dans l'émotion. Donc, ça permet aux jeunes de parler à sa vitesse puis de discuter avec nous. Donc, nous, on est plus dans le mode solution actuellement. Donc, comme vous l'avez dit, beaucoup de gens ont amené le côté négatif, puis il faut, parce qu'il y a des choses à régler. C'est comme dans n'importe quel sport, le hockey, le baseball ou n'importe quoi. Il y a eu des périodes noires, il y a eu des réflexions, puis ça s'est amélioré. Bien, dans le numérique, c'est pareil. Il y a eu des périodes noires, on a laissé faire. Actuellement, vous êtes en réflexion, ce qui est bien, puis on va essayer de trouver ce qui est positif à l'intérieur de ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le député de Hochelaga-Maisonneuve. Merci, Mme la Présidente. Bonjour à vous deux. Très original, votre intervention, votre organisation. C'est rafraîchissant. 2 questions. Vous avez peut-être entendu les présentations précédentes. Il y a une discussion alentour de l'interdiction éventuelle des microtransactions, où est-ce qu'on essaierait de faire le ménage de l'industrie, de ce qui est le plus nocif. Comment ça serait reçu, ça, chez les jeunes, si on légiférait? J'ai compris que le Japon avait fait une intervention législative. La Belgique, les Pays-Bas. Est-ce qu'au Québec, si on disait c'est fini les microtransactions pour les jeux vidéo, est-ce que ça serait reçu positivement, négativement? Comment vous pensez que ça serait reçu? Oui. La majorité des lois qui ont été mises en place, c'est précisément en lien avec les loot box, donc les coffres à butin, qui sont des mécaniques de hasard. Au final, tu achètes quelque chose, tu ne sais pas exactement qu'est-ce que tu vas avoir dedans, puis ça encourage la personne à en ouvrir plus pour aller chercher l'élément cosmétique, souvent, qu'ils veulent aller chercher. Oui, dans le fond, ça peut être beaucoup plus problématique parce que, justement, ça vient reposer sur des mécaniques de jeux d'hasard et d'argent. Donc, tout ce qui était, par exemple, dark pattern que je mentionnais, oui, ça, c'est extrêmement problématique chez les jeunes. Pour un public averti, beaucoup moins. Par exemple, les adultes et tout, comme il y en a qui sont capables d'aller au casino, qui sont pas capables qui ne vont pas devenir dépendants nécessairement. Mais pour ce qui est des jeunes qui sont plus susceptibles avec ce type de mécanique-là, oui, il y a une problématique par rapport à ça. Mais donc, est-ce que ça serait bien reçu, d'après vous? Est-ce que les jeunes diraient bonne idée ou au contraire, il y aurait une rébellion? Non, laissez-nous tranquilles, on veut acheter nos petits trucs sur les jeux vidéo? Il y aurait probablement une rébellion. Très vocale. Parce que il n'y a personne qui aime ça, se faire dire que non, c'est pas correct, puis quelque chose qui existe déjà. Personne n'aime se le faire enlever. Mais spécifiquement sur ces dark patterns-là, selon moi, sur le long terme, il y aurait plus de bénéfices que de négatifs. Il faudrait être prêt à subir un certain contre-coup des jeunes si on faisait ça, oui. Mais sur le moyen long terme. Oui, exact. Puis déjà, avec les réglementations qui ont été mises en place, les studios de jeux et les développeurs d'applications mobiles se sont déjà adaptés. Puis dans certaines places, justement, comme on en voit de moins en moins, justement, de ça, parce que, justement, il y a aussi la communauté qui s'éduque puis qui devient critique envers, justement, ce type de mécanique-là. Puis, par exemple, il y a un jeu récemment à Star Wars qui avait mis des mécaniques comme ça. Puis là, il y a eu justement une très grosse grogne des joueurs. Et le studio a fait volte-face et a tout enlevé par rapport à ça. Donc, ça va aussi des deux côtés. Vous parlez de Battlefront 2? Oui, exactement. J'ai joué à ça. OK. Justement, vous parlez des jeunes puis de la réaction. C'était ma dernière question. On le sait que l'industrie ne s'auto-régulera pas tout seul, mais est-ce que la communauté est assez forte et, moi je dirais ça, clairvoyante pour avoir un impact? Là, vous mentionnez le jeu en question, ça donne que je le connais, mais on ne peut pas dire que c'est ça, que ça s'est répliqué de manière systématique sur tous les jeux. Il n'y a pas de rébellion de joueurs de Fortnite pour dire arrêtez de faire des trucs du genre. Fait est-ce qu'on peut miser sur moi je dirais ça, sur la bienveillance, la clairvoyance de la communauté pour finir par corriger les méfaits de cette industrie-là, ou il va falloir qu'on intervienne d'un point de vue législatif? Très bonne question. Parce que moi, je fais la différence entre l'industrie et la communauté de joueurs. Ça, c'est très clair pour moi. Je ne fais pas confiance à l'industrie. Mais qu'est-ce qu'on peut retirer de cette communauté-là? Oui, vas-y. Ben, actuellement, écoutez, moi, j'ai un fils qui fait du e-sport depuis des années. Là, donc, il aime ça. Donc, du coup, papa, il suit aussi. Il n'a pas le choix. Comme on peut aller au hockey dans les arénas. Moi, je suis dans mon salon avec mon fils. Puis, je regarde ce qu'il fait actuellement comme activité. Là, donc, puis, je suis beaucoup la communauté. Donc, je fais partie de cette communauté-là.
la communauté a beaucoup changé. La communauté aussi est composée pas juste de jeunes, beaucoup de gens beaucoup plus vieux, qui, eux, sont beaucoup plus critiques sur justement un peu les magouilles de certaines entreprises ou la façon de retirer de l'argent parce qu'ils deviennent parents. Puis le jour où tu es parent, puis ton flow, il te revient avec justement Hey, il y a 15, 20, 30 piastres qui a été pris sur mon compte, puis je ne sais pas pourquoi. Ça fait allumer. Donc, je vous dirais qu'il y a une maturité qui est arrivée parmi les gamers parce qu'ils ont vieilli, qui a un impact sur les plus jeunes, parce qu'on leur fait prendre conscience, à quelque part, que c'est pas pour leur bien qu'on fait ça. On ne fait pas apparaître telle box ou n'importe quoi. C'est pour leur retirer de l'argent. Puis qu'en bout de ligne, c'est juste un skin, c'est juste une image. C'est pas un impact réel. Donc, je pense qu'il y a une éducation qui se fait par actuellement l'expérience des joueurs. C'est pas parfait, il faut les aider, ça, je suis d'accord. Mais je pense qu'on peut faire confiance à la communauté. Actuellement, il y a une belle évolution qui se fait. Merci. Beaucoup. Madame la députée de Darcy-McGee. Vous avez mentionné au début, excusez-moi, comment vous allez chercher ces jeunes-là avec vos travailleurs de rue virtuels. Mais est-ce que c'est uniquement des jeunes qui identifient qu'ils ont un enjeu ou qui demandent de l'aide que vous rejoignez? Parce qu'on sait beaucoup de jeunes n'ont pas le courage, n'ont pas la conscience, ne sont pas conscientisés pour réaliser que c'est peut-être qu'ils passent trop de temps. Donc, les jeunes qui viennent vers vous, c'est des jeunes qui identifient qu'il y a un enjeu, ils voudraient parler à quelqu'un, c'est ça? Non, pas automatiquement. On a beaucoup de jeunes. Je vous dirais que le clavardage a un autre avantage. C'est qu'au téléphone, tu as de l'émotion. On s'entend? Je parle, je suis triste, je veux pas. T'sais. En clavardage, c'est neutre en partant. Donc, le jeune, il peut parler de tout et de rien. Nous, dans la discussion, on peut l'amener à « est-ce que tu veux parler de quelque chose en particulier? » Donc, on va travailler dans ce sens-là, parce que nous, on est là pour offrir du soutien. Mais à la base, il y a beaucoup de jeunes, de plus en plus de jeunes qui viennent, qui jettent un premier filet, puis disent « oui, bien peut-être », puis nous rappellent une deuxième fois, ou nous contactent une deuxième fois, puis à un moment donné, disent « oui, j'ai un défi personnel ». Ça peut être, tu sais, nous, on est 14-28, mais on a eu des jeunes de 8 ans qui nous ont contactés aussi, là, qui ont passé par leur compte de leur grand frère, grande sœur ou des choses comme ça aussi, là. Donc, on a vraiment une clientèle de toutes les sortes. Puis, comme je disais tantôt à un de vos collègues, il y en a que c'est juste pour discuter, donc c'est un premier bris de leur solitude. Puis, il y en a d'autres qui arrivent vraiment avec des problématiques très lourdes, complexes, où là, bien, ça prend un peu plus de patience, parfois 2, 3 rencontres ou des choses comme ça pour arriver au bout, pour leur donner du référencement. Parce que ce qui est important, c'est de leur donner l'outil. Nous, on n'agit pas à leur place. Nous, on n'est pas un centre d'urgence. Nous, on est un centre d'écoute numérique. Puis, on est là, justement, pour leur trouver le meilleur emplacement où ils peuvent avoir un service qui correspond à leurs besoins, que ce soit une jeune femme battue, que ce soit un jeune qui vit de la violence à l'école. Tantôt, je soulevais justement la problématique de cyber-intimidation. Toutes sortes de problématiques qu'on a. Bien, justement, ça permet ça. Puis, en faisant partie de la communauté, les jeunes, au fur et à mesure, en s'apercevant qu'on a un aspect social positif, bien, ils prennent confiance. Puis parfois, c'est des amis à eux qui les poussent à venir nous parler. Souvent, c'est arrivé qu'ils ont dit « c'est un de mes amis qui a parlé avec vous, qui vous a vu, puis on nous a recommandé. » C'est comme ça aussi qu'on a des nouveaux streamers qui sont arrivés, des nouveaux... Donc, actuellement, on est rendu environ une 60aine qui participent avec nous, actuellement, à l'intérieur du Québec. Et justement, vous êtes là pour essayer de les orienter vers les bonnes ressources, mais vous avez dit au début que vous desservez les services que le public ne dessert pas nos jeunes. Donc, je voudrais que vous puissiez élaborer sur ce point-là. Et aussi, quand vous dites, par exemple, un jeune qui vient vous voir, qui est en détresse psychologique, mais qui va aller voir le médecin, le travailleur social, puis va se dire, bien, dans 2 ans, tu vas voir un psychologue. Quand vous voyez que les services de l'État ne sont pas là pour combler le besoin du jeune, comment est-ce que vous agissez à ce moment-là? Bien, actuellement, moi, ça va faire 1 an que je fais le tour d'organismes montréalais de santé mentale ou jeunesse. Comme je vous disais tantôt, on avait la problématique, dans certains cas, ils n'arrivent pas à rejoindre les jeunes. Les jeunes restent en ligne, ils n'arrivent pas à les rejoindre, ce qui est une grosse problématique. Et à l'autre extrême, il y a les jeunes qui se tapent le nez sur des services. Donc, à partir de là, nous, ce qu'on fait, c'est un continuum de service. Actuellement, on a parlé avec les CJE, c'est quand même 130 à travers le Québec. On essaye de voir lesquels ont des disponibilités pour accueillir les jeunes. En France, on a fait la même chose. C'est la maison des adolescents que ça s'appelle en France. Ils nous ont dit, partout en France, on peut les recevoir, sauf à Paris, là, on est débordé. Mais on le sait. Donc là, on a fait affaire avec d'autres organismes, puis là, on est en réflexion pour se créer notre propre réseau
à l'interne de gens qui ont la capacité d'un accueil plus que la première rencontre. La première rencontre, en général, au Québec, c'est pas problématique. On est capable d'avoir une première rencontre. Tu sais, on a créé Air ouverte, on a créé des beaux organismes. On s'entend que le milieu de la santé a fait un beau travail à ce niveau-là. Mais parfois, dans certains cas, en région éloignée ou ailleurs, ou même dans le Grand Montréal, on le voit, à travers des communautés qui viennent d'arriver au Québec ou des choses comme ça, ils ne savent pas par où passer, ou leurs communautés ont un malaise par rapport à la santé mentale. Donc, si on ne les prend pas vite en charge, bien, ils restent avec leurs problématiques. Tu sais, il y a un peu tout ça aussi que dans les enjeux dans lesquels on essaye de travailler pour avoir une réponse à ça. Elle n'est pas parfaite. Comme actuellement, bien, je manque de travailleurs de rue. Je n'ai pas assez les moyens d'en engager plus alors que j'en aurais besoin. Mais avec ce qu'on fait, malgré tout, la communauté grossit rapidement, puis on gagne en confiance avec les gens. Merci beaucoup. Le temps file. Je vais céder la parole à Madame la députée de Châteauguay. Merci beaucoup. D'entrée de jeu, M. Savard, M. Philosophe, c'est félicitations. De un, pour votre mémoire, mais également pour, de un, votre nom également, que j'aime bien, mais aussi pour votre approche qui sort du cadre. Vous avez su agir aux endroits où est-ce que nos jeunes se trouvent. Donc, on a peu entendu de groupes comme le vôtre. Première chose, puis là, ils disent les fleurs après le pot, là, mais il y a une chose que j'aimerais bien savoir. Un peu plus tôt, on a rencontré une docteure qui disait que certains jeunes restent plus que 50 heures par semaine sur les réseaux. Des problèmes majeurs chez nos jeunes, c'est en fait la consultation, puis les écrans numériques et tout ça. N'est-ce pas de mettre un plaster sur le bobo, d'intervenir dans un monde virtuel pour une problématique chez les enfants qui est justement d'utiliser trop les réseaux? Je veux que vous me convainquiez, là, je veux que vous réussissiez à me convaincre du contraire. Expliquez-moi comment, justement, votre mécanisme d'aide envers ces jeunes-là en ligne peut aider à ceux qui sont dépendants des réseaux. Bien, ça, je peux aller. En fait, la réponse est simple, c'est pas que ça qu'on couvre. Par exemple, dans le mémoire, la cyberdépendance, c'est une ligne sur la quinzaine de lignes qu'on va chercher. Donc, oui, en effet, pour quelqu'un qui est cyberdépendant, puis on en a eu, par exemple, qui était dépendant aux jeux vidéo. Donc là, après ça, on va les référer, par exemple, à des centres qui sont spécialisés là-dessus. Mais l'idée est d'être là pour l'ensemble des enjeux, puis d'être en communication avec eux, puis de leur donner un service qui est personnalisé à leurs besoins. C'est des personnes qui ne veulent pas appeler. C'est des personnes qui ne veulent pas envoyer des courriels, qui ne veulent pas se déplacer en personne. Donc, en étant présent où est-ce qu'eux, ils sont, dans le fond, c'est soit que on est là et on les aide, ou on n'est pas là et ils finissent tout seuls puis il n'y a rien qui se fait. J'aime bien ce que vous dites là, d'un de vos recommandations d'éducation intergénérationnelle. C'est la mesure concrète que vous proposez. Est-ce que vous avez dit non à l'âge numérique? Est-ce que concrètement, il y a d'autres choses en tant que législateur ou en tant que, en fait, parent aussi, qu'on peut faire concrètement pour aider nos jeunes, justement, qui passent trop de temps sur les réseaux sociaux? Bien, pour ce qui est des parents, c'est de remarquer sa propre consommation. Parce qu'on a fait des conférences avec des parents, puis la première question que je leur demande, c'est quoi que vous faites le matin en vous levant? Puis la majorité du monde, ils regardent leurs notifications. Puis il y a des études récentes qui sont sorties, surtout pour les tout-petits, de justement, il y a des conséquences sur leur développement lorsque le parent il est toujours sur son cell. Bien, ça, c'est problématique et il faut apprendre aux parents, justement, à consommer de manière responsable les technologies et le numérique. Comme que je mentionnais tantôt avec mon exemple, mes parents n'ont pas grandi avec ça. Moi, j'ai grandi à moitié avec ça. Ma fille a grandi avec ça. Donc, elle va savoir comment bien éduquer. Donc, c'est plusieurs générations qu'on va réussir à acquérir des connaissances collectives sur, justement, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais par rapport à ça. C'est lourd de sens, plusieurs générations. J'espère pas aller jusque-là, mais merci. Merci beaucoup. Aviez-vous d'autres commentaires? Oui, pour ajouter, j'ai travaillé beaucoup avec les aînés dans une période de ma vie, entre autres pendant la pandémie.
Les aînés aussi sont contaminés aussi par ça. Désolé, mais le nombre d'aînés qui restent tout seuls chez eux, avec leur téléphone cellulaire, plutôt que de sortir dehors. Là. Donc, on s'entend que la problématique, là, c'est pour ça que je me méfie un petit peu d'une loi cadre juste pour les jeunes. Là. On s'entend que c'est l'ensemble de la société qui vit par rapport à ça. Donc, si on fait une éducation intergénérationnelle, c'est aussi avoir un impact sur les aînés. Parce que si grand-papa, grand-maman, quand il vient faire le tour chez son jeune, puis qu'il est toujours sur son téléphone cellulaire, c'est pas plus gagnant. Donc, les parents, c'est pas juste le parent prêt. C'est aussi l'oncle, la tante, les grands-parents. Il faut faire attention, parce que souvent, quand on dit le parent, on s'imagine papa-maman. Actuellement, dans les familles qui sont agrandies, on s'entend qu'actuellement, beaucoup de divorces, beaucoup de reconstructions familiales. C'est large. Donc là, ils vont avoir 2, 3, 4 grands-parents. Donc, en fin de compte, c'est ça aussi quand je parle d'intergénérationnel. C'est pas juste le parent direct, c'est d'aller plus large. Merci. Merci. Monsieur le député de Marquette. Merci. Est-ce qu'on met le temps, Madame la Présidente? Il nous reste 3 minutes. Bon, moi, je vais faire ça vite. Dans le meilleur des mondes, on n'a pas besoin de vous autres. On s'entend là-dessus. Puis j'aurais quasiment le goût de vous poser la question, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne plus avoir besoin de vos services? Mais on n'a pas assez de temps. Mais ce que je dirais, c'est je tiens à vous féliciter. Je tiens à vous féliciter parce que vous avez vu qu'il y avait une problématique et vous êtes allé au cœur. Vous êtes dans un mode intervention et vous êtes allé chercher les jeunes au cœur pour les faire parler. Parce que moi-même, j'ai eu un adolescent qui est adulte aujourd'hui, là, mais je veux dire, je l'entendais parler, puis il se disait « Hey, à soir, père, on se rencontre tous, on est ensemble. » Puis moi, un papa qui est un peu ignorant, je dis « Parfait, tu veux-tu du coke? Tu veux-tu des chips pour la gang? » Il dit « Non, on fait ça en ligne. » Puis ça a créé beaucoup, chez mon fils, énormément de colère, des trous dans les murs, etc. Puis mon gars, il y a zéro violence, là, vraiment zéro, mais ça... Puis je ne sais pas si, dans ce temps-là, il y avait eu des interventionnistes comme vous. Ça l'aurait sûrement aidé. Mais je vais vous entendre juste sur un petit partage. Il ne reste plus beaucoup de temps, là. Quand vous intervenez avec les jeunes ou n'importe qui sur les réseaux, là, sur les jeux, là, c'est fait de façon confidentielle. Vous ne savez pas à qui vous parlez. Puis si jamais vous avez une intervention importante à faire, quelqu'un qui dit « Moi, c'est terminé, je veux mettre fin à mes jours », qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous pouvez intervenir pour sauver la personne? Nous, on connaît justement les organismes qui peuvent réceptionner ces jeunes-là, suicide.ca, des choses comme ça. Nous, ils nous connaissent. Donc, nous, on peut les référer directement là-bas. Donc, nous, on est dans le référencement. Donc, nous, c'est de faire l'impact. Je vous dirais que dans la majorité des cas, quand j'ai des retours, les jeunes le font. Okay. Donc, on a vraiment une réponse positive. Puis, quand vous disiez, justement, dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de nous. Dans un monde parfait, on n'aurait pas besoin de faire de la prévention du suicide non plus si on arrivait justement à combler tous les suicides du Québec. Effectivement. Parce que je ne pense pas qu'il va arriver demain matin. Donc, je pense qu'on va tous continuer à travailler ensemble. Merci beaucoup de votre travail. Avec plaisir. Il reste une petite minute, monsieur le député de Jonquière. Avez-vous Oui, une question rapide? Je vais trier. OK, on va prendre ça là. Gardien virtuel, santé publique, air ouvert. C'est un lien vraiment important. Peut-être en 30 secondes, comment vous avez établi le lien entre l'air ouverte et votre organisme? On a créé la table, justement, que je vous parlais tantôt, de Jeunesse connectée. Puis on a eu une réflexion. Ils sont venus parce qu'ils ont leurs jeunes. Cette table-là, on leur a donné droit de parole. On a toujours le droit à 3 jeunes qui participent à la table. C'est pas juste des compagnies privées ou des OBNL qui sont sur place. Puis, eux, ils sont contents parce qu'ils vont faire connaître nos services, justement, auprès des jeunes. Et nous, on peut référencer les jeunes s'ils nous disent que, moi, je ne sais pas, celui de Montréal-Nord, l'air ouvert de Montréal-Nord me dit, on a de la place, on a une capacité d'accueil. D'accord, je dis à mon équipe, écoutez, dans la région de Montréal, on a tel coin où on peut intervenir. J'entends 5 secondes. Quand un jeune rentre à air ouverte, une TSS, ça va être une infirmière, toxicomane, mais il rencontre qui, un jeune qui a une problématique de jeux vidéo dans un air ouverte? C'est pas une aire ouverte à qui on va donner le mandat. Il y a d'autres organismes qui existent à Montréal ou dans d'autres régions. Merci beaucoup. Merci infiniment pour votre contribution. Moi aussi, je tiens à vous féliciter pour votre approche novatrice. Et je suspends les travaux quelques instants pour accueillir notre prochain invité. Merci.